Bienvenue dans cette édition, les titres. Après 5 années passées en prison, Laurent Mettoyon est désormais libre de ses mouvements. Ce jeudi 24 novembre 2022, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin l'a accueilli à la Bourse du travail de Cotonou. L'urgentologue ou urgentiste est le spécialiste en médecine d'urgence qui s'occupe des patients de tout âge. Dans cette édition, nous allons en savoir plus sur cette branche du corps médical et ce sera avec l'infirmier urgentiste Metaou Achille. En spiritualité, plusieurs événements tragiques tels que des accidents de route surviennent souvent en période de fête de fin d'année. Pour bien démarrer la nouvelle année, les spiritualistes recommandent des astuces et prières. Vous en saurez davantage dans cette édition. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Le corps médical désigne la globalité des professionnels de la santé. Parmi ces professionnels figure l'infirmier urgentiste. Qui peut-on appeler infirmier urgentiste? Comment devient-on urgentiste? C'est ce que nous allons découvrir dans cette édition. Pour cela, nous recevons sur ce plateau Metaou Achille, qui est un infirmier urgentiste. Il est aussi le président de l'association des urgentistes du CNRHU HKM de Cotonou. Bonsoir à vous, monsieur. Bonsoir madame, amis téléspectateurs, bonsoir. Alors dites-nous, qui peut-on appeler infirmier urgentiste? Ok, merci beaucoup. Je crois que d'abord, avant de parler d'infirmier urgentiste, il faut être infirmier. Et comme vous l'avez dit, un infirmier, c'est un être humain qui, après le baccalauréat, a choisi d'évoluer dans le secteur de la santé et qui fait 3 ans d'études sanctionnées par un diplôme en sciences infirmières. Et donc, ce n'est qu'après ça, après avoir exercé pendant quelques années, donc, doté de compétences, il peut maintenant chercher à évoluer dans les spécialités. Et l'une des spécialités qu'offre la profession, c'est l'urgentiste, c'est-à-dire que nous appelons la médecine d'urgence. Donc, c'est à partir de ce moment qu'il s'engage dans la spécialité pour pouvoir devenir infirmier urgentiste. Alors, au regard de cela, quels sont les principaux rôles d'un urgentiste? Alors, comme je viens de le dire, lorsque nous parlons d'urgence, on parle de détresse. Donc, ça veut dire qu'il y a une urgence vitale. La vie de l'intéressé, la vie d'un être humain est en danger. Et donc, le rôle de l'infirmier urgentiste, c'est de pouvoir poser des gestes urgents. Et donc, devant les détresses respiratoires, les détresses neurologiques, les détresses circulatoires et les détresses métaboliques. Et tout ce que je dis, ça paraît un peu compliqué pour celui qui n'est pas du domaine, mais lorsque nous parlons de détresse respiratoire, vous savez, la vie, c'est conditionné par la respiration. Le premier cri de l'enfant lorsqu'il naît, c'est qu'il est confronté à un problème respiratoire. Donc, sans la respiration, il n'y a pas de vie. Donc, devant toute urgence respiratoire, l'infirmier urgentiste doit poser des actes pour pouvoir libérer ce que nous appelons les voies aériennes supérieures pour permettre à l'intéressé de pouvoir continuer à bien respirer, étant donné que le besoin de respirer est un besoin fondamental pour l'être humain. C'est la même chose lorsqu'il y aura des détresses circulatoires, parce que pour qu'on puisse parler de vie, que les cellules, les tissus soient nourris. Donc ça veut dire que le phénomène circulatoire doit être bien nourri et l'infirmier urgentiste est également, de toute façon,
tout urgentiste est là pour pouvoir intervenir et régler le problème, et notamment dans les détresses métaboliques qui concernent les perturbations hydroélectrolytiques. Donc, il pourra corriger ces insuffisances-là. Donc, c'est en réalité une spécialité marquée par des gestes, c'est des aptitudes. C'est-à-dire, vous n'avez pas beaucoup de temps, vous avez quelques secondes pour agir et sauver. Donc, c'est des situations de sauvetage. Donc, vous avez un éboulement, un écroulement d'immeubles et les gens sont en dessous des briques. Donc, vous êtes doté de compétences à aller donner ce qu'il faut pour pouvoir sauver ces vies-là. Et dans les situations de catastrophe, que ce soit noyade, que ce soit autre catastrophe, donc l'infirmier urgentiste. Il faut souligner que ce n'est pas forcément que l'infirmier et la sage-femme aussi peut devenir urgentiste, parce que nous avons les urgences néonatales, donc, et à partir de ce moment, donc les sages-femmes également peuvent choisir et faire cette spécialité. Et en dehors de ça, également, les médecins peuvent toujours faire la spécialité urgence et devenir urgentiste. Avant d'aborder la question d'année de formation, dites-moi très rapidement, est-ce qu'une personne qui n'est pas tellement forte en émotion peut devenir un infirmier urgentiste? Il faut reconnaître que d'abord, pour prendre comme filière le domaine médical, il faut être fort mentalement, physiquement et tout, et beaucoup plus émotionnellement, parce que vous serez confronté à des situations, et nous appelons quelque chose le mécanisme de transfert. Et lorsque vous n'arrivez pas à vous maîtriser, vous ne pouvez pas. Et maintenant, devenir encore urgentiste et voir le sang et des situations catastrophiques où vous êtes vraiment là pour donner dans les quelques minutes pour permettre à l'intéressé de vivre. Donc, ce n'est pas facile, Mais quand aussi on commence et qu'on s'adonne, donc on s'habitue, ça devient, et ce n'est plus difficile. Donc, c'est comme de l'amusement. Et ceux qui sont à côté de toi, peut-être, sont gênés, mais tu es à l'aise quand même de pouvoir participer au sauvetage, au maintien de la vie de l'intéressé. Ok, la question d'année. Combien d'années de formation faut-il pour devenir un infirmier urgentiste d'État? Bon, ok. Donc, vous savez, les professions médicales et paramédicales ont évolué dans le temps. Et lorsque nous prenons les premières personnes qui ont exercé ces professions, donc le nombre d'années évolue aujourd'hui en fonction des progrès techniques que nous avons. Et c'est pourquoi dans la formation de base, vous savez, au Bénin, nous avons ce qu'on appelle les infirmiers d'État, et après on a les infirmiers diplômés d'État, et après maintenant nous avons les infirmiers titulaires de licence, ainsi de suite. Vous voyez, à partir de ce moment, ça veut dire que c'est stratifié. Mais ce qu'il faut retenir lorsque vous êtes infirmier et que vous êtes accepté et que vous avez fait l'examen de concours pour pouvoir accéder à la formation, à la spécialité urgentiste, donc vous avez 3 ans à faire pour pouvoir obtenir votre diplôme de licence en médecine d'urgence. Donc, il faut 3 ans après la formation de base. Et aujourd'hui, quand vous prenez la formation de base, c'est-à-dire vous avez 3 ans après le bac, et lorsque vous allez à une école pour pouvoir sortir urgentiste, vous allez faire encore 3 ans, vous voyez un peu. Et donc, ces dernières années, donc avec consensus, parce que nous sommes passés au système LMD, donc il faut reconnaître aujourd'hui que ces spécialités sont accédées et classées au titre de master. Donc à partir de ce moment, ça devient bac plus 5 pour pouvoir être capable d'être urgentiste dans ce domaine-là. Tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez dit un médecin peut devenir urgentiste, et nous pouvons avoir, dans le cas contraire, l'infirmier peut-il devenir un médecin? C'est vice-versa, vous savez, rien n'est figé. Et vous savez, pendant longtemps, parce que nos pays sont des pays en voie de développement et que nous avons besoin des praticiens, et donc les opportunités n'étaient pas trop offertes. Mais aujourd'hui, avec l'évolution, donc un infirmier peut devenir un médecin, et un infirmier diplômé d'État peut devenir également urgentiste, de la même manière que le médecin peut choisir la formation urgentiste et être médecin urgentiste. Donc, ça ne pose pas de problème aujourd'hui, et tout est possible, vice-versa.
Donc, c'est une question d'engagement et d'opportunité. Lorsque vous vous retrouvez dans un environnement où l'opportunité existe et que vous n'êtes pas découragé, vous voulez étudier, vous voulez avoir... Je voudrais quand même rassurer les jeunes qu'aujourd'hui, les professions paramédicales ont évolué et qu'au Bénin, aujourd'hui, donc, les infirmiers peuvent être titulaires de doctorat en sciences infirmières et obstétricales. De la même manière, les sages-femmes peuvent évoluer, être titulaires de doctorat en sciences infirmières et obstétricales, et que nous en avons déjà beaucoup de docteurs en sciences infirmières au Bénin et qui sont enseignants à l'université et qui travaillent également dans beaucoup de centres de recherche. Alors, avant de parler des droits de l'infirmière urgentiste, quelles sont en général les difficultés du médecin au quotidien? Alors, les difficultés au quotidien, vous savez, c'est la vie. Nous n'avons pas l'obligation, nous avons l'obligation de sauver, mais lorsque tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas. Donc, tu as la connaissance que tu mets à la disposition. Malheureusement, tu es bloqué par les moyens que tu peux voir quelqu'un mourir. Et ce n'est pas que tu es en situation de non-assistance en personne en danger. Tu sais que le danger est là. Mais si tu n'as pas de quoi travailler, donc ça, c'est important, c'est problématique. Deuxième chose, vous avez une charge de travail qui dépasse par rapport à ce que vous allez faire. Donc, vous-même, vous êtes usé. Donc, vous allez vers des situations d'usure. Et ça fait que quand vous prenez ceux qui font ces professions médicales et paramédicales, forcément à la retraite, quand ils finissent d'exercer, c'est des gens qui se fatiguent beaucoup plus parce que on les a tous pompés et que la gestion de la période de retraite n'est pas aussi facile. Et il faut reconnaître que c'est du sacerdoce, parce que si on devrait payer l'agent de santé en fonction de ce qu'il offre comme prestation, je crois que on devrait être les meilleurs lotis. Malheureusement, c'est le contraire. Vous avez quelqu'un qui vous composez le baccalauréat ensemble. Peut-être qu'après 4 ans, il est titulaire d'un diplôme, d'un master en économie ou bien en informatique, il se tape les 800, les 1 million ou bien il est nommé ministre. Donc c'est en ce moment que vous êtes encore sur le banc à faire 5e année, 6e année, 7e année de médecine. Vous sortez médecin généraliste, il faut aller maintenant chercher à faire la spécialité. Tout ce temps, il est déjà ministre pendant 4 ans dans le gouvernement, on le bombarde, député à l'Assemblée, il devient ton patron. Donc, quelque part, ce n'est pas facile, mais il faut être fier. Parce qu'il y a des moments où vous allez voir que c'est grâce à vous, avec votre contribution, vous avez pu sauver cette vie, vous avez pu sauver cet enfant. Et quand vous avez quand même cette satisfaction morale, on est à l'aise. Avant, dernière question, docteur, dites-moi, l'urgentiste jouit-il de ses droits? Bon, ces droits, nous sommes au Bénin et si nous devons parler à l'international, ça ne pose pas de problème. Vous êtes urgentiste, vous pouvez travailler dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle situation parce que vous êtes comme des ambassadeurs, même en situation de vol, en situation de voyage et que dans l'avion, il y a une situation extrême, vous devez travailler. C'est assistance mondiale. Partout où vous êtes, vous devrez travailler, vous devrez assister les gens. Et c'est étiqueté. Dans les pays développés, les urgentistes sont étiquetés, même avec ton véhicule. Et par rapport à cette marque, lorsqu'il y a un problème, vous devez vous arrêter, vous travaillez, vous signez, vous envoyez, vous serez à l'aise chez vous quand la facture et l'émolument peut venir. Malheureusement, nous ne sommes pas à cette étape dans notre pays. Il y a beaucoup qui sont allés pour la formation, qui reviennent, qui ne sont pas reclassés. Et il y en a, mais il faut reconnaître que le professeur Martin Chobli, professeur émérite à la retraite, a beaucoup plus œuvré pour le développement de la filière. Et on ne peut pas dire qu'on n'est pas nourri, mais il reste encore beaucoup à faire parce que en termes de considération, en termes de classification et de considération catégorielle, il reste beaucoup de choses à corriger. Une question en termes, dites-moi, c'est uniquement au CNRCHU de Cotonou, nous retrouvons les infirmières urgentistes où ils sont partout dans les hôpitaux? Aujourd'hui, les urgentistes sont partout. Aujourd'hui, parce qu'il y a eu au Bénin au moins 3 promotions de formation d'urgentistes et donc nous disposons plus de 100 urgentistes sur toute l'étendue du territoire. Et aujourd'hui, quand vous avez les antennes du service
des services d'aide médicale aux urgences que nous appelons SAMU. Vous allez voir les urgentistes. Vous allez constater que de plus en plus, on crée le service d'accueil des urgences dans les hôpitaux des zones. Ce sont les urgentistes qui sont placés. Donc, ce n'est pas qu'au CNHU. Bon, malheureusement, compte tenu de beaucoup de choses, la formation pour le moment n'est plus continuelle au Bénin, mais il faut reconnaître que les autres pays, et même certains pays limitrophes, continuent et que tout Béninois qui veut accéder à cette formation peut continuer. Dernière question pour finir cette édition. Dites-moi, l'infirmier urgentiste vit-il de son art? Ah oui, bon, il vit de son art. Bon, c'est vrai, comme je l'ai dit, vous savez, nous avons des tests actuellement qui sont appliqués dans le pays par rapport à l'intervention en exercice en clientèle privée. Et malheureusement, si je dois dire qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est que cette dérogation n'est pas donnée aux urgentistes. Bon, c'est pas pour faire une comparaison. Malheureusement, lorsqu'on voit de l'autre côté nos frères anesthésistes, ils sont autorisés à donner de l'anesthésie dans le privé. Imaginez que vous êtes dans une maison, que votre voisin a son enfant qui a une extrême urgence et que vous ne pouvez pas intervenir parce qu'on estime que vous êtes en exercice en clientèle privée. Bon, je pense que ça, c'est une aberration. On doit lever cette barrière pour permettre aux urgentistes d'intervenir partout où ils sont pour pouvoir sauver la vie, parce que ce n'est pas l'argent qui compte. La personne est déjà dotée de la compétence et pour rien du tout, et il peut se dire, je ne suis pas autorisé, parce que la clinique est à côté et on le sollicite, il dit, je ne suis pas en exercice en clientèle privée. Mais lorsqu'il n'agit pas, l'intéressé meurt. Mais quand on se retrouve devant la justice et on va appliquer la non-assistance en personne en danger, il va se retrouver où? Je crois que j'invite nos autorités à revoir quand même cette copie. Alors, votre mot de fin? Mon mot de fin, je remercie cette télévision qui nous a permis de pouvoir faire un zoom sur la profession urgentiste, et j'exhorte nos jeunes à savoir qu'aujourd'hui, les sciences infirmières ont évolué et que il ne faut pas se baser uniquement en disant que nous sommes bloqués. Non, non, non. Il y a toujours la possibilité d'évoluer et nous constituons une équipe de santé. Donc le médecin, l'urgentiste, ceci, c'est ensemble qu'on doit travailler, l'anesthésiste, c'est ensemble que nous devons vraiment conjuguer nos efforts pour pouvoir gagner le pari, c'est-à-dire que les gens soient en bonne santé. Merci à vous, Achille Metaou. Je rappelle que vous êtes infirmier urgentiste, président de l'association des urgentistes du CNHU HKM de Cotonou. Mesdames et messieurs, nous poursuivons cette édition. Laurent Mettoyon, secrétaire général de la FINCETRAP Finance, a été accueilli par la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin ce jeudi 24 novembre 2022 à la Bourse du Travail de Cotonou. Je vous invite à suivre l'arrivée de Laurent Mettoyon à la Bourse du Travail, compte rendu signé Quentin Amoussou. Il est 12h45 ici à la Bourse du Travail de Cotonou. C'est une foule impatiente, remplie de joie, qui a attendu l'arrivée du syndicaliste Laurent Mettoyon ce jour, jeudi 24 novembre 2022, au lendemain de sa sortie de prison où il a passé 5 ans. Dès son arrivée, le syndicaliste a été accueilli par des chants, des cris et des danses. Un accueil réservé par la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, de Kassamampo. Il a été ensuite installé dans la grande salle de conférence où s'est déroulé le meeting d'accueil proprement dit. C'est le début des allocutions des différentes organisations présentes pour accueillir et soutenir l'ancien président du conseil d'administration de la Caisse nationale et de la sécurité sociale. Suivez à présent un extrait de son allocution, toujours au micro de Quentin Amoussou. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu pendant les 60 mois, 1 semaine. Madame la Présidente du comité de soutien
et le président de l'ODHP, remerciez tous vos donateurs et dites-leur que leurs commissions sont allées vers nous, à Cotonou et à Misérité. Je remercie toutes les personnalités, parce qu'il y en a eu, qui m'ont soutenu. Je les remercie. Je remercie tous les travailleurs à travers la CSTB qui n'a cessé de nous envoyer l'aide financière pour nous permettre de survivre. Rappelons qu'il avait été condamné et co-accusé et lui à 5 ans de prison dans une affaire de placement de fonds de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, le 17 novembre 2017. L'Agence nationale d'identification des personnes, en collaboration avec l'Agence pénitentiaire du Bénin, déploie des équipes techniques dans les établissements pénitentiaires du Bénin. Objectif de l'opération est de délivrer gratuitement le certificat NPI-FID aux personnes détenues. L'opération se déroulera à compter du 28 novembre au 17 décembre 2022 sur les lieux de détention. Les parents, amis et alliés à ces personnes concernées par cette opération sont priés de mettre à disposition de ces derniers ou à la disposition des autorités des dits établissements les copies certifiées conformes des actes de leur acte de naissance et exhorté le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes, Cyril Goubedi. Ce mercredi 23 novembre 2022, le gouvernement béninois a décidé en Conseil des ministres de la maîtrise d'œuvre et conduite d'opérations dans le cadre de la construction d'un centre hospitalier universitaire général et d'un centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant à Tongbin. Ainsi, dans les départements de l'Atlantique et du littoral, il est apparu que les établissements hospitaliers sont actuellement débordés et les domaines sur lesquels ils sont implantés n'offrent pas de grandes possibilités d'extension et de développement de pôles de spécialité médico-chirurgicales. À cet effet, il est prévu au programme d'action du gouvernement 2021-2026 la construction sur un même espace d'un centre hospitalier universitaire général et d'un centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant pour finalité d'améliorer les capacités d'accueil, de développer les pôles de spécialité puis de faciliter la référence et la contre-référence. Parlons religion dans cette édition. La communauté céleste de la paroisse Saint-Gabriel de Anafin à Renvi, dans la commune d'Alada, a célébré le dimanche 20 novembre dernier la fête des moissons 2022, des moments d'action de grâce, d'adoration et de communion que cet Ondélarius Adiagbenon relate dans cette édition. C'est la fête des moissons à la paroisse Saint-Gabriel de Anafin à Renvi. Dans la gaieté, les fidèles chantent, jouent, dansent et présentent les fruits de leur labeur durant l'année 2022 pour magnifier et glorifier le saint nom de l'Éternel. C'est une tradition depuis le temps de Moïse que le fondateur de notre église, Samuel Béléou Chofa, a demandé de perpétuer. Selon les Écritures saintes, il est important de faire des offrandes chaque année à Dieu. Hormis le culte de ce dimanche 20 novembre 2022, plusieurs autres activités meublent cette célébration. Depuis hier, tout se déroule bien. Les manifestations ont démarré par l'animation du groupe des enfants, suivi d'une représentation théâtrale. Après, des chorales et des chantres ont presté. Actuellement, les fidèles participent à une vente de charité.
pour cette main. Le chrétien céleste qui accomplit ce sacrement reçoit en abondance la grâce et les bénédictions divines. Nombreuses sont les retombées de la fête des moissons pour le fidèle. Lorsqu'on exprime sa reconnaissance à Dieu, on bénéficie en retour d'autres grâces. Quand on sacrifie à cette tradition, Dieu comble le chrétien céleste d'abondantes bénédictions et le protège. La fête des moissons 2022 est placée sous l'autorité de Benoît Kenneth Adeogun, président mondial de l'Église du christianisme céleste. En raison de son agenda chargé, le président Adeogun m'a dépêché à cette célébration. Il est en union de prière avec vous et implore la grâce divine sur la communauté céleste de Hanafin. Rendez-vous en 2023 à la prochaine édition de la fête des moissons à Saint-Gabriel de Hanafin. Parlons spiritualité dans cette édition. En période de fin d'année, des événements tragiques souvent causés par des forces de mal. Le missionnaire christique Emile Guérin recommande des techniques pour vaincre ces forces de mal. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Les écrits, ce qu'on appelle saints, sont plus divins que Dieu lui-même. C'est-à-dire, c'est de ça qu'on se sert pour expliquer Dieu et notre Dieu qui nous permet de comprendre ce qu'il a fait dire par certains de ses envoyés. Aujourd'hui, vous savez, il y a certaines religions aujourd'hui, et cela constitue un grand handicap pour beaucoup de personnes qui estiment qu'il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus de prophètes, et plus rien. Ça veut dire que Dieu ne parle plus à son peuple. Dieu a fini de parler à son peuple à un temps depuis l'Antiquité, et puis c'est terminé. Après ça, plus rien, plus aucun contact, Dieu ne parle plus à son peuple. Pour savoir ce que Dieu nous dit aujourd'hui, il faut qu'on fasse recours au texte biblique. C'est une erreur et dangereux. Pourquoi cela se passe? J'avais évoqué l'œuvre des forces du mal. Ce sont les forces du mal qui font ça, qui nous inspirent de fausses théories, de faux enseignements. Et que nous venons, même vous allez voir des gens en toge blanche, en robe rose, et quand je dis rose, orange, comme des moines tibétains ou indiens, qui nous donnent de très beaux enseignements. Mais à l'intérieur, c'est pourri. C'est pourquoi je conseille simplement de faire attention à tout groupe, parce que un groupe, lorsqu'il se réunit, il rassemble un égrégore, c'est-à-dire un ensemble d'énergie, de vibrations énergétiques qui est issu de l'énergie spirituelle de chaque membre constituant ce groupe-là. Et donc, si la tête est pourrie, vous ne pouvez pas le savoir. Si vous n'avez pas un intérêt, vous ne le saurez pas. Mais les dirigeants le savent ou non, ils vous pompent, ils vous vampirisent, et puis les problèmes commencent pour vous. Et donc, quand les problèmes commencent, on vous dit non, écoutez, vous ne priez pas assez, écoutez, vous ne respectez pas les principes du groupe, ou vous ne payez pas la dîme, vous ne faites pas ci. Soyons éveillés. Connectons-nous à l'esprit. Vous n'avez besoin de personne. Rentrez dans votre chambre. Priez Dieu le Père. Je voudrais réitérer ce que le Christ, la prière que le Christ nous a enseigné. Notre Père qui es aux cieux. Commençons par la réciter. Mais de quelle manière? Puisque nous sommes, j'ai évoqué le cycle dans lequel nous sommes, il est en train d'arriver. Ne pensez pas qu'il y aura... il est en train d'arriver sous l'image d'une personne, mais son énergie va déborder de la planète où la lumière va éblouir sur l'obscurité, où les pensées vont changer radicalement. C'est pourquoi j'ai toujours demandé de prier pour nos dirigeants afin qu'ils essayent de se brancher sur ce flux lumineux. S'ils ne le font pas, ils vont disparaître. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est certain. Donc, je voudrais réitérer cet enseignement, cette prière de notre Père qui est aux cieux, quelles que soient les religions. On a dit notre Père qui est aux cieux, ça n'appartient pas aux chrétiens, ça n'appartient à personne. C'est un legs de toute l'humanité. Il faut
la réciter, mais en l'actualisant. Si vous le permettez, je vais essayer rapidement, puisqu'il est écrit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Au lieu de lui dire que ton nom est sanctifié. Ton règne est arrivé. Ta volonté est faite sur la terre comme au ciel. Maintenant, c'est fait. Et vous déroulez. Simplement, tous les jours. Si chaque être sur cette planète peut commencer par dire l'énergie, la force énergétique que cela génère dans toute l'humanité, cela va se réaliser. Donc nous sommes là pour accompagner l'œuvre christique et nous y travaillons beaucoup pour que l'humanité accède à un nouveau paradigme. Un fermier présumé trafiquant d'organes humains a été interpellé ce mercredi 23 novembre 2022 par les agents de la police républicaine de la commune de Matiri. Selon les informations, pour mettre la main sur ce trafiquant d'organes humains, les forces de sécurité publique lui ont envoyé un présumé client. Le vendeur d'organes humains et l'acheteur étaient dans les négociations quand la police a fait son éruption. Le fermier avait proposé à son client de circonstance un placenta qu'il va vendre à 900 000 francs CFA. Interpellé par la police, il est gardé à vue en attendant d'être présenté au procureur de la République. Parlons sport à présent. L'association sportive Omnisport Défi Academy Football Club a reçu du matériel sportif hier mercredi 23 novembre 2022 sur le terrain du Kangezo de Cotonou. Ce don a été fait par l'ancien joueur Raimi Kiyukura, vice-président du centre pour appuyer les équipes. Reportage Anaël Dou. Jeux de maillot, bas et bien d'autres. C'est le don reçu par l'association sportive Omnisport Défi Assod Academy Football Club. De la part de son vice-président Raimou Gouyakura, ces équipements sont destinés à accompagner les jeunes joueurs à de bonnes performances. On a décidé de chercher les partenaires aussi pour pouvoir aussi les soutenir côté matériel et tout. C'est comme ça. Et on a eu quelques partenaires qui nous soutiennent. Et je suis venu au pays. Quand je suis venu au pays, je suis venu voir les enfants par rapport aux entraînements, voir comment les choses évoluent. Et en venant aussi, les partenaires de l'autre côté nous ont aidés avec quelques matériels. Donc, que vous voyez derrière nous, on les a apporté ça. Et les mêmes partenaires nous ont aussi promis que ça là c'est rien. Il y a beaucoup qui viennent encore. Ça reste beaucoup à faire. Et surtout si les enfants sont sérieux et que si tout marche, ils nous promettent de nous soutenir plus davantage. Ces équipements font la joie des enfants, mais surtout de l'encadrement. Nous sommes tellement contents. Vous avez vu, vous-même vous avez constaté au niveau des enfants, ils sont contents parce que ça fait longtemps qu'on attendait ce maillot, des maillots comme ça. Et on n'a pas vu, mais il a promis et vraiment il a fait. Je suis tellement content. On lance d'appel aux autres donateurs, on n'en trouve pas comme ça. Mais quand vous trouvez une personne qui vous apporte des trucs comme ça, il faut le tenir bien. Il ne faut pas le laisser. Il faut l'encourager aussi également. Il faut que également les enfants aussi l'encouragent. Dans le travail, qui viennent régulièrement à l'entraînement, tout ça. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas de donateur. Le donateur n'est pas un novice dans le domaine du football. L'homme a également fait ses preuves sur le rectangle vert. Ex-joueur de l'académie, Benefoot Academy, du monsieur Roger Emana. J'ai évolué dans son centre de formation. Après, je suis allé en Afrique du Sud, de l'Afrique du Sud, je suis allé en Turquie, de Turquie après, et j'ai eu un club au niveau du Maroc après en Norvège, voilà. Norvège, j'étais à Scanland, et après Norvège, maintenant actuellement je réside en France, et c'est comme ça qu'on a décidé de créer un centre de formation aussi pour aider nos jeunes frères, pour qu'ils puissent avoir un avenir meilleur dans le football. Cette académie est désormais outillée pour mieux travailler et se présenter. Ceci vient en appui aux efforts du gouvernement béninois.
ESAE FC a affronté l'équipe de l'UCAO le mercredi 23 novembre 2022 sur le terrain de l'école Père-au-Pierre de Cotonou. Le match comptant pour la demi-finale de la phase de zone du championnat universitaire 2022 s'est achevé sur le score de 3-1 en faveur de ESAE FC. Suivez le reportage de Grace Lissel et Anel Dou. ESAE FC se qualifie pour la phase nationale du championnat universitaire du Bénin 2022. Cette réussite s'est faite grâce à sa victoire face à l'UCAO 3-1 en demi-finale dans la zone 4. Les poulains de Dine Koukpéré ont entamé cette rencontre avec une forte détermination. Très vite, le Makwa a reçu la poussée de ESAE FC avec Sibel Vignou à la 19e minute. Le score restera ainsi jusqu'à la fin de la première partie. De retour des vestiaires, UCAO reprend du poids de la bête et revient au score. La donne ne change pas pour autant du côté de ESAE FC. Shérif Harouna, alias Kanté, permet à ESAE FC de prendre l'avantage avec une frappe imparable. Oh, joli! 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 C'est bon! Hey! L'envie de gagner débordant, ESAE FC met le turbo. Sur une action collective, Kanté signe son doublé et permet à ESAE d'atteindre le 3e but. À 3-1, ESAE FC passe en finale dans la zone 4 où elle affrontera l'université Gaza Formation le dimanche 27 novembre prochain. Fad Akintola et les siens se qualifient dans le même temps en phase nationale. Cette édition se poursuit. Le Cameroun s'est incliné 0-1 devant la Suisse dans la matinée de ce jeudi 24 novembre 2022 pour son entrée en lice dans la Coupe du Monde Qatar 2022. Sur la pelouse de Al Janoub Stadium, les Lions indomptables dominateurs en première période concèdent ainsi une défaite face à la Suisse sous les regards de Roger Mila et de Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT. Serge Reynaud, journaliste sportif, commente la prestation des Camerounais au micro de Colombe Oussou. J'ai suivi le match Cameroun-Suisse et je suis resté sur ma faim. Au cours du match, j'ai constaté que les individualités n'ont pas payé. Et puis au niveau des individualités, il faut dire que la stratégie n'y est pas, il faut dire que le niveau n'y est pas. Face à une équipe suisse très limitée, je crois que le Cameroun peut facilement remporter les 3 points. Sinon, la seule équipe qui est encore favorable, abordable sur papier pour le Cameroun, c'est la Serbie. Et si le Cameroun ne fait pas un bon match face à la Serbie, parce que c'est son prochain adversaire, face au Brésil, je ne vois pas le Cameroun briller face au Brésil. Donc du coup, je crois que le Cameroun sera en train de prier ses bagages en attendant ces 2 prochains matchs. Puis encore, si le Cameroun ne montre pas un très bon visage, si le Cameroun ne remporte pas les 3 points face à la Serbie, c'est que le Cameroun dit au revoir au prochain tour. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. À demain.